Bienvenue sur Déprise, le podcast qui raconte le cheminement de celles et ceux qui écrivent un nouveau récit écologique. Qu'est-ce qu'une déprise ? Michel Foucault, un philosophe français, disait qu'il fallait se déprendre de soi pour atteindre une forme de vérité juste. Je l'interprète à ma manière ici. Une déprise, c'est une déconstruction personnelle, une croyance, une vision du monde qu'on désassemble pour la reconstruire d'une autre manière, plus alignée avec nos valeurs. Et je crois que la construction d'une société plus écologique, c'est avant tout une histoire de personnes qui écrivent de nouvelles manières de vivre, de travailler, de s'engager, de se mettre en mouvement, en opérant ces déconstructions personnelles. Dans Déprise, je vais à la rencontre de ces personnes, qu'elles soient agricultrices, entrepreneurs, ingénieurs, artistes, politiques, activistes et bien d'autres. Chaque épisode déroule une déprise personnelle. Passer de la ville à la campagne, le rapport aux objets d'occasion ou encore l'impact des petits gestes du quotidien. Et pour finir, une présentation très rapide, je m'appelle Patrick Hoc. Je suis convaincu que nous avons besoin de réapprendre à vivre et à coopérer ensemble. Et c'est ce à quoi je contribue en exerçant mon métier de facilitateur. Passionné par les élans poétiques également, j'écris et je déclame un texte, à la fin de chaque épisode, en écho à l'interview et à sa thématique. Enfin, à titre personnel, je me déconstruis moi-même aussi, avec l'envie de vivre de manière plus résiliente, en ayant le projet de créer un écolieu à la campagne. Je prends le temps de raconter tout ça aussi sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, j'interviewe Julien Vidal, qui est fondateur de Ça commence par moi, qui est un mouvement qui initie au geste écologique et qui plus globalement cherche à actionner les élans individuels et collectifs pour nourrir un autre imaginaire, un autre récit collectif de l'écologie. Et Julien, dans les premières secondes de l'interview, décide de me balancer du haut de la falaise en me disant que toutes mes questions qui ont été écrites l'ont été sur une mauvaise interprétation. Ou comment être heureux de faire un podcast et non une émission de télé, auquel cas on aurait vu mon visage devenir blanc, livide façon lavabo. Alors, dès que la posture d'improvisation était assumée et qu'il y a un petit temps d'adaptation, je viens de dérouler avec lui le petit geste écologique et tout ce qui est induit derrière. Est-ce que c'est un petit geste ou un grand mensonge à soi-même ? Que choisir entre le changement individuel indispensable ou l'action nécessaire pour changer le système ? Est-ce que les imaginaires collectifs sont aussi nourris par nos posts, Instagram, Facebook, LinkedIn ? On parle aussi de bullshit job, de changement de vie et le sentiment de régression et de déclassement. Et aussi le fait de planter des graines sans moraliser. Il vient partager dans cet épisode quelques-uns de ses apprentissages sur ces différents sujets. Et moi, je ressors personnellement avec une confirmation qu'on a besoin de rendre cool et accessible la protection de la nature, la vie à la campagne, la sobriété. On a besoin de le raconter, de le photographier, de le filmer et surtout de le vivre. Bonne écoute. Salut Julien. Salut Patrick. Bienvenue sur le podcast. Je suis hyper content de t'avoir. Merci, c'est gentil. Moi, je suis très curieux de cette demi-heure qui s'annonce ensemble, là. Eh ben ouais, pareil. Écoute, avant de commencer, je peux m'adonner au rituel traditionnel de ta présentation et puis tu la complètes si tu sens que y a des Ouais, vas-y. zones grises à éclaircir. Donc Julien Vidal t'as lancé un site à la base. Ça commence par moi, qui répertorie les petits gestes du quotidien qu'on peut intégrer dans notre quotidien du coup, dans notre vie de tous les jours pour être plus écologique en fait. Qui est d'ailleurs la déprise que l'on va déconstruire avec toi aujourd'hui. Et ce site est devenu un livre et tu as également fait un podcast derrière. C'est bien ça ? Ouais, absolument. Et en fait, Et à moins que tu veuilles poursuivre, là, t'avais d'autres choses à compléter ?
Non, non, vas-y, Ouais, dis-moi. en fait, je vais te foutre le bordel directement dans ton podcast tout de suite là, mais je ne supporte pas l'idée des petits gestes, ça me pose vraiment question. C'est quelque chose que j'ai vraiment voulu dépasser en fait, l'essence du projet Ça commence par moi, c'est de me dire, plutôt que de commencer à m'encarter ou de rejoindre, enfin je sais pas, de changer de formation professionnelle et tout ça, je voulais voir en fait jusqu'à quel point nous, en tant que citoyens, on pouvait dépasser cette question des petits gestes et aller au-delà du simple pouvoir d'achat dans lequel on nous limite. Et donc ça commence par moi, c'est vraiment l'idée de tester l'immensité, la complexité du pouvoir individuel dans sa transformation, c'est vrai, individuelle, presque individualisante dans la manière dont on l'entend, mais aussi de voir le citoyen comme étincelle de changement, changement collectif, changement démocratique, changement professionnel. Et donc, dans la démarche Ça commence par moi, on parle d'action et on parle d'une démarche éco-citoyenne et de remettre le citoyen parmi le vivant. Et donc, le fait que tu parles de petits gestes m'alerte et me fait poser deux questions. Est-ce que j'ai vraiment mal communiqué sur cette démarche Ça commence par moi et que finalement, d'une certaine manière, j'ai pas suffisamment expliqué pour raconter que je voulais vraiment aller au-delà des petits gestes? Ou est-ce que nous, on nous a tellement, d'une certaine manière, laver le cerveau avec ces petits gestes que on voit l'action citoyenne uniquement avec ce prisme. Et donc, moi, à partir du moment où je parle d'action écologique à travers une fenêtre individuelle, on l'assimile obligatoirement aux petits gestes. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais là, ta manière de présenter le mouvement Ça commence par moi me l'a refait poser à nouveau, si tu veux. Alors, en fait, effectivement, tu m'as complètement éparpillé, puzzle, façon puzzle, mon podcast, parce que j'avais préparé des questions, donc il y a la moitié qui est éliminée. Et le deuxième point, c'est que tu as fait ce que fait certains podcasteurs aussi, ou certaines personnes, c'est retourner l'interview, me poser des questions. C'est vraiment incroyable. Non, mais c'est intéressant parce que, pour répondre très rapidement à ça, c'est moi j'ai creusé un peu plus ce que tu faisais, mais ce que je pourrais garder de priori en premier lieu, ce serait ça en fait. C'était cette essence-là. Et qu'en fait, effectivement, si on creuse le sujet, ça va plus loin que ça. Et moi, j'ai envie de te titiller sur ça Ouais, justement, mais absolument. en fait, tu le dis toi-même. En fait, toi-même, cette vision-là réductrice te convient pas. Donc en fait, je pense qu'on part sur un consensus, mais en même temps, on va quand même creuser le Ouais, sujet j'aimerais parce que bien c'est important, je continuer à le pense. déconstruire, effectivement. Ouais. Euh, alors, la première question, elle est très simple. Pour toi, c'est quoi les petits gestes du quotidien et surtout ceux auxquels on pense beaucoup moins? Bon, bah, en l'occurrence, tu vois, pour moi, vraiment, les petits gestes, c'était cette émission qui me restera à jamais gravée dans la mémoire. On était sur la 4, à l'époque, bon, Canal+, ça s'appelait déjà Canal+, tu me diras. Et, euh, et je pense que ça devait être, tu vois, le grand journal de l'époque, Denisot, où il y avait encore le petit journal avec Yann Barthès. On était à ces prémices-là. Et on devait être pour une journée de l'environnement. Et, euh, et sur un tapis rouge d'une cérémonie, je sais pas s'il y avait un documentaire qui était passé, je sais pas s'il y avait un film, mais du coup, le journaliste arrivait et toutes les stars qui passaient lui posaient la question, alors qu'est-ce que vous avez fait pour la planète aujourd'hui? Et je pense que sur les 10, 12 personnes qui ont répondu, il y en a 11 qui ont dit, ah bah moi j'ai coupé l'eau du robinet aujourd'hui au moment de me brosser les dents. Et là, je m'étais dit, parce que moi à l'époque, j'étais en train de terminer mes études dans les ONG, dans la coordination de projets, j'avais fait pas mal de droit humanitaire, droit international, droit de l'homme, genre de choses. J'étais assez conscient aussi de plus en plus en tout cas des dégâts sur l'environnement. Je viens de Grenoble, donc nous on a la pollution atmosphérique, on a les glaciers qui reculent de plus en plus, la neige qui est de plus en plus rare et à la fois qui tombe de plus en plus fortement dans des temps très concentrés. Et je me disais, mais en fait, vraiment, c'est ça l'action éco-citoyenne. Ça m'avait choqué de voir jusqu'à quel point, en fait, on se déresponsabilisait, on nous déresponsabilisait. Là encore, j'ai pas trouvé qui de la fout de la poule, mais ça m'avait un peu heurté et je m'étais dit, oh, c'est vraiment ces acteurs, c'est ce microcosme parisien de l'élite culturelle qui est complètement, tu vois, absolument à des kilomètres de ces considérations. Je me rappelle de ces interviews où il y avait Eric et Ramsey où ils disaient que eux, ils se baladaient en short toute l'année dans leur appartement parce qu'ils le chauffaient à 30 degrés toute l'année. Enfin, il y avait toutes ces remarques, tu vois. Et pour moi, c'était vraiment
cette espèce de Las Vegas permanent où, en gros, les petits gestes, c'est juste, de temps en temps, faire un petit sourire pour la photo en disant: «Ah mais si quand même, la petite planète, on la caresse deux trois fois et puis après on repart dans la grande course en avant». Et donc dès le début, les petits gestes n'avaient pour moi aucun sens, mais peut-être que je l'ai pas matérialisé, peut-être que je l'ai pas suffisamment ouvertement dit et peut-être que je l'avais pas suffisamment, ouais, compris, pour expliquer mieux, la démarche «Ça commence par moi», pour peut-être, me rendre compte qu'il y avait une démarche plus ambitieuse derrière. Parce que mine de rien, tu vois, j'étais ensuite parti 2 ans en Colombie, 2 ans aux Philippines. J'ai quand même mis, ma vie sur les rails d'un monde plus solidaire parce que je m'engageais sur, les questions de justice sociale avec, bah, forcément en plus une très forte, connotation écologique, notamment aux Philippines où là-bas la réalité, du changement climatique elle est chaotique, elle est vraiment terrible, elle est directement ancrée dans le quotidien des gens. Et donc peut-être qu'il y avait tout un tas de Mmh. choses que j'avais vécues de manière intérieure, mais que j'avais besoin de digérer, d'extérioriser et que j'avais pas compris à quel point c'était un fardeau ces petits gestes et que ça nous ouais, ça nous plombait et qu'on avait besoin de les déconstruire, de les regarder, de l'extérieur pour mieux les juger, mieux se les réapproprier. Parce qu'il y a plein de petits gestes qu'on peut effectivement mettre au quotidien pour limiter l'impact, qu'on a sur notre monde et une fois qu'on a fait ça, on peut là, c'est une question presque d'éthique personnelle, mais mais en fait, ça commence par moi. C'était comment je décide d'arrêter de rester de me limiter, de me contenter de ma vie dans le sillon de la surconsommation que je vis presque, en mode Mmh. automatique et comment en fait je me rends compte que, je peux être plus que ça avec, 3 poids pour mesurer chacune de mes actions. Un poids, effectivement écologique de quel impact sur, les océans, les espèces, et cetera et cetera. Un poids, social, quel impact sur les autres? C'est vraiment l'écologie, fin du monde, fin du mois et aussi une question d'écologie intérieure. Quel impact sur moi? Quel impact, sur mon équilibre, sur mon bonheur, sur, ma quête de sens? Et donc, plus j'avance et plus je me rends compte que en fait, c'était pas inné et que la France aussi a travaillé à s'approprier cette ambition dans la démarche éco-citoyenne, et on l'a vu à différentes étapes, notamment avec, la question des gilets jaunes où justement on a essayé un peu de se faire, s'affronter de manière presque fictive, un peu forcée. Les gilets jaunes, les gilets verts, qui en fait étaient avec plein de choses en commun. Et puis là, maintenant, la crise sanitaire où on se rend compte qu'en fait la question de santé sont aussi très liées aux questions écologiques, de la pression qu'a mis l'être humain sur le reste des autres espèces. Et en fait, plus j'avance et plus je me rends compte que je relie à chaque fois la démarche «Ça commence par moi» avec cette ambition, avec cette complexité, avec cette nuance et que les petits gestes, ils nous ont vraiment enfermés et que je crois que j'avais mal estimé à quel point c'était une prison. Mais encore une fois, j'arrive pas à savoir jusqu'à quel point on a été heureux de se contenter de cette prison ou pas. Mmh. Vas-y, alors j'entends de toute façon, je pense que c'est un sujet qu'on va creuser au fur et à mesure de l'interview, mais qui est qu'en fait l'intention initiale est de commencer par soi, mais que ça ne se limite pas qu'à soi Bah, de toute et c'est manière, peut-être ça aussi le il y a propos, 2 hein. choses dans le «Ça commence par moi», c'est effectivement, ça commence par moi parce que moi je suis la seule incarnation du vivant sur laquelle j'ai un impact direct. Ça, c'était important de se dire que si on se mettait pas en mouvement, je pouvais souhaiter, tous les meilleurs changements pour le monde. Il y a ce besoin de légitimité, d'exemplarité, mais aussi de, mmh, d'appréhension de ces sujets dans leur complexité pour tenir sur le temps long et là, on le voit d'ailleurs, c'est assez marrant, je veux dire marrant pour pas dire désespérant, de voir que les Pandora Papers, ils montrent, tout un tas de chefs d'État qui, à un moment ou à un autre, en plus, se sont positionnés, heu contre, la fraude fiscale, l'exil fiscal et qui en fait en étaient, des fervents pratiquants. Donc il y a besoin de ce légit de ouais, de cette exemplarité, de cette appropriation, de ces grands sujets pour lesquels on veut se battre et sur lesquels on veut des grandes transformations. Ça me semble essentiel et malheureusement, il y a trop encore d'exemples dans notre société, dans l'actualité qui montrent qu'il y a beaucoup de paroles et assez peu d'actes, surtout quand ça en vient à toucher, son propre giron et sa relation à l'argent et sa relation au bonheur, sa relation à la consommation, à Ouais, et l'alimentation et justement, ça cetera. d'ailleurs, justement par rapport à ça, d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, Ouais, hein, vas-y. mais justement par rapport à ça, comment en fait on fait pour travailler sur sa propre cohérence et sur les petits gestes au quotidien, voire plus, lorsqu'on a l'impression que ce qu'on fait nous donne ce sentiment de se priver, de perdre face aux autres, de régresser. Comment tu... En fait, j'ai le sentiment que pour changer ces gestes, on a peut-être besoin aussi d'aimer le symbole qui est derrière, tu vois, les gens qu'on va y rencontrer, les nouveaux milieux dans lesquels on va s'immerger. En fait, est-ce que toi, tu as des pistes de la manière dont toi,
tu as pu changer ce quotidien-là de manière joyeuse et pas avoir ce sentiment-là justement Mmh. de perte. Je te dis pas que tout est tout le temps facile et effectivement quand on est, parfois, dans le détail, de quelque chose qu'on doit désapprendre, ça c'est dur, ça prend du temps parce qu'il y a des choses qui sont profondément ancrées et donc quand, on va te enfin quand ça fait des décennies qu'on te dit que toute ta vie tu vas trimer, tu vas faire des métiers, qui n'ont pas de sens, dans lesquels tu t'épanouis pas, pour avoir un peu d'argent qui va te permettre d'économiser pour un moment dans l'année, mettre tes fesses dans un avion, partir à l'autre bout de la planète parce que c'est ça le sentiment de liberté ultime, même si ça veut dire qu'en fait, qu'à l'autre bout de la planète, tu vas être dans des endroits où il y aura des milliers d'autres personnes exactement comme toi qui vivront exactement les mêmes expériences et qui prendront exactement les mêmes photos, et ben, tu as envie de croire à ce mensonge-là, tu as envie de croire à ce raccourci et tu as envie de croire à ce confort qu'on te propose parce que c'est la seule chose qu'on t'a proposé, identifié comme un confort, comme une réussite, comme un symbole de marqueur social de voilà que comme quoi tu réussis à cocher les bonnes cases. Donc je te dis pas que ça pique pas de se confronter à ça, de désapprendre ça, de le questionner, de le regarder encore une fois d'un point de vue extérieur et d'essayer de trouver ce qui te correspond à toi, sans essayer de suivre des autres, sans essayer d'appliquer les raccourcis du mimétisme social. Donc ça, je te dis pas que c'est facile. Et pour répondre Et comment tu l'as fait toi pour justement? répondre à ta Ouais, question, pardon. ce qui m'a changé radicalement ma posture et ce qui m'a vraiment facilité la vie, c'était justement d'être honnête avec moi-même. De savoir que c'est un peu ambivalent comme réponse, mais c'est plus je savais que la situation était hyper complexe, que on était dans une situation inextricable ou presque, dans des enjeux mondiaux colossaux qui nous dépassent, avec une extrême complexité, et que en plus on était quand même avec peut-être la pire main qu'on ait jamais eue entre générations et que ça semblait très 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 mal embarqué. À partir du moment où j'ai eu cette honnêteté de reconnaître ça et que je me suis ensuite construit la personne que j'avais envie d'être, que je me la suis imaginée, que je me la suis projetée, en étant vraiment ambitieux sur bon bah voilà, face à tout ça, en ayant cette image à peu près claire de à quoi ressemble le monde et de la personne que j'ai envie d'être dans ce monde, face à tous ces enjeux, face à toutes ces réalités, ben peut-être qu'après, chacune des actions pour cheminer dans cette voie-là était plus simple. Et d'une autre manière de te répondre, en fait, je crois que le plus dur, c'est quand tu continues à te mentir en essayant de verdir gentiment quelque chose pour continuer à jouer le jeu et à tenir le mensonge que c'est le plus dur. À partir du moment où tu as été honnête, que tu as assumé le fait que ça allait être complexe et que peut-être tu n'allais jamais vraiment réussir à te mettre à la hauteur de cette urgence, au diapason voilà, de la radicalité qu'il faudrait réussir à mettre en place dans la société tout de suite, là, mais qu'en même temps tu l'as en tête, que tu la vises tous les jours et que tu fais du mieux que tu peux, ensuite, chacune des actions que tu vas compiler, plus ou moins grands gestes, actions individuelles et ou collectives, ben, elles sont d'autant plus simples que ton cap, il est clairement identifié. Je pense que ça change tout. Et puis en plus, après, ma troisième réponse, c'est que du coup, je t'en parlais, il y a une écologie intérieure aussi qui est hyper nécessaire dans le fait que la double lecture du ça commence par moi, c'était aussi de dire, ben, ça commence par moi d'agir, ça commence par moi d'être l'étincelle de plein de changements, et notamment collectifs, mais ça commence aussi par moi bah, de valoriser ce vivant que j'ai envie de valoriser. Et si j'ai envie qu'on arrive, nous, collectivement, à enfin célébrer le vivant à sa juste place plutôt que de penser qu'on est au-dessus et qu'on peut en jouer en l'exploitant au maximum, bah, ça commence par moi d'être heureux. Ça commence par moi de me rendre compte du miracle qu'est la vie et de mettre cette célébration, cette quête du bonheur profond dans mon quotidien, de la chasser, de la garder précieusement avec moi au fur et à mesure de mon action et de pas être dans une action qui peut être vue comme culpabilisante ou, euh, ou aussi un peu dans cette vision du sauveur qui est trop responsabilisante et qui peut du coup aussi malheureusement laisser très 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 loin derrière soi bah, les questions d'amour, les questions de joie qui me semblent pourtant centrales dans notre vie et moi qui en tout cas réussissent à m'alimenter au quotidien dans le fait que petit à petit je continue à progresser comme éco-citoyen, je continue à me rendre compte des pouvoirs qui sont à ma portée et des différents leviers que je peux activer pour faire advenir ce changement le plus vite possible. L'histoire que l'on se raconte. Pour moi, ce sujet, c'est le plus important de mes 2 dernières années. Et je pense que c'est celui de pas mal d'autres personnes pour celles qui deviennent de plus en plus sensibles à cette crise écologique. À la crise de la vingtaine, trentaine ou quarantaine dans le monde du travail. Devrait-on et comment change-t-on de vie? De se rendre compte que toutes nos intuitions, que le monde est un peu fou,
l'est en fait réellement, dans les faits, et de se poser la question du wagon dans lequel on s'est mis, par confort, envie de reconnaissance ou par besoin de sécurité tout simplement. Et dans le fait de s'émanciper de ça, de se poser la question de ce qu'on y perd, comme objet, pouvoir d'achat, personne, statut. J'aime beaucoup cette idée que dès lors que tu clarifies le fait qu'il faut changer radicalement de vie, tout devient plus facile parce que tout va dans ce sens. Ce n'est plus un ou plusieurs changements à la surface qu'on essaye d'accommoder ici et là, en faisant en sorte que le tout soit bien attaché. Tu ne dois pas faire se battre le « j'adorais vivre près de la nature » et « si je pars, je n'aurai plus l'impression de faire partie de ce milieu dans lequel j'ai la reconnaissance ». Parce que, d'une certaine manière, tu te dis que la reconnaissance de ce milieu vient nourrir une vision différente de la vie, d'une vision forte que tu viens de t'établir. Moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que dans le mouvement que tu crées là, c'est que, en fait, le mouvement, ça commence par moi et ça commence à se globaliser. C'est-à-dire que vous êtes traduit en plusieurs langues, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont touchées par tes livres, par ton site. Euh, donc, ce qu'on comprend bien de toute façon là, c'est que le propos de ça commence par moi, c'est que ça ne se limite pas qu'à soi et que c'est qu'un début. Euh, et en fait, la question que je me pose, c'est je, est-ce que finalement, c'est pas un peu injuste, et là je me mets un peu dans la position de l'avocat du diable, c'est pas un peu injuste de demander aux gens de commencer par soi, lorsque les gens ont envie d'agir, mais envie d'agir avec un impact derrière, en se disant, bon, ça va servir à quelque chose. Parce qu'en fait, finalement, tu as commencé par toi-même, mais aujourd'hui, tu touches beaucoup de personnes, mais tout le monde n'aurait pas forcément cette aura-là, tout le monde ne va pas forcément avoir cet impact-là. Et est-ce que finalement, chacun peut se satisfaire de commencer par soi et peut-être faire sa petite part lorsque on aspire à faire plus et que finalement ça nous décourage d'emblée. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je Ah veux si, dire absolument. par ma question. Mais là, il y a Modiano qui sort un livre là, encore, Chevreuse, ça s'appelle. J'ai jamais lu Modiano, donc je fais le malin qui cite Modiano. Mais lui, c'est pour ça que je te parle de ça. Il dit qu'il réécrit encore et encore le même livre. J'ai l'impression que Patrick, moi, dans notre échange, je vais te faire encore et encore la même réponse, mais à chaque fois avec une coloration différente. Et ça va nous permettre de creuser. Et j'espère à la fin que les gens vont vraiment ressortir avec cette compréhension d'un message qui, effectivement, est à la fois très simple à faire passer, mais qui est très difficile à faire comprendre. Et donc là, dans ce que tu Hmm. dis, il y a effectivement ce sentiment que ben, si on prend un peu comme Sisyphe ce boulet qu'on doit remonter en haut de la colline, ben, tous les jours on se retrouve avec à nouveau la même tâche de refaire monter sa pierre et que ça peut sembler effectivement très frustrant et en plus décorrélé de tout impact sur des enjeux, comme on l'a dit, qui sont mondiaux, globaux et, euh, et largement hors de portée de l'échelle d'un individu. Donc si on le voit comme une pierre, si on le voit comme une contrainte, si on le voit comme quelque chose qui nous laisse encore sur le sillon de notre véhicule sociétaire surconsumériste, thermo-industriel, libéral, on l'appelle comme on veut, et qu'en en fait on essaie juste petit à petit de débrancher la clim, d'appuyer un peu moins fort sur l'accélérateur et de mettre du bioéthanol, on sait qu'à l'arrivée, on pourra faire tout ce qu'on veut, mais on va pas dans la bonne direction et donc que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas individuellement, ça ne marchera pas collectivement. Avec la démarche que moi j'ai essayé d'entreprendre, ce que j'ai proposé aussi, c'est qu'avec mon exemplarité, avec le récit que je proposais d'alternatives qui en fait proposait de sortir de ce véhicule, et ma métaphore est un peu bancale, mais qui proposait de trouver d'autres chemins, de dépasser la question même de la décroissance pour être dans des croissances, mais d'autres croissances, des croissances de solidarité, de régénération du vivant, de créativité, de liens intergénérationnels, et j'en passe. Et qu'en fait, là, on se remet vraiment au service du vivant et que c'est seulement dans ces conditions que le ça commence par moi vaut quelque chose, puisque on reconnaît dans cette proposition de valeur la spécificité de l'humanité, la spécificité de l'espèce animale humaine, qui est son caractère hypersocial. Et donc du coup, soit en gros, on continue à essayer de, de verdir notre surconsommation et on ne change pas de mythe, et dans ce cas-là, le récit collectif ne pourra pas être fracassé, déconstruit, et on n'arrivera pas à réduire l'impact et à transformer nos modes de vie de manière suffisamment ambitieuse. Soit on change de voie,
on propose d'autres choses, d'autres alternatives radicalement différentes. Et alors là, dans cet nouvel espace qui s'offre à nous, on peut profiter du levier extraordinaire qui commence avec le ça commence par moi, qui est de dire qu'en fait, en tant qu'individu, on sait qu'on est lié avec tout un tas d'autres personnes. Effectivement, on peut avoir plus ou moins de tchatch, plus ou moins de talent, de marketing, de communicants, d'auteurs, d'artistes pour porter ce message. Mais toujours est-il qu'on a toutes et tous 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 personnes autour de nous auxquelles on est lié au cœur, qui nous écoutent, qui parfois suivent nos recommandations. Et donc, c'est ce caractère éminemment social que le ça commence par moi peut utiliser et dont il peut se nourrir aussi, à condition, tu vois, d'avoir cet espace vierge, à condition de se dire, ça commence par moi, de proposer quelque chose de radicalement nouveau, différent, et de recréer un parcours éco-citoyen ambitieux, qui sorte encore une fois de l'idée de développement durable et de croissance verte. Et alors, bah, forcément, dans cet espace, dans ce vide à re-remplir, on peut y remettre du lien, on peut y remettre des autres, on peut y remettre des relations qui seront toutes contentes d'avoir un espace nouveau, plusieurs espaces même, pour voilà, se réinventer, avoir leur mot à dire, proposer, montrer qu'ils ont des idées, des talents pour apporter à ces mondes de demain. Et donc là encore, on passe soit d'une démarche qui est, quoi qu'il arrive, plus ou moins le grand mensonge qu'on arrivera à se dire, et auquel on arrivera à souscrire pour plus ou moins de temps dans la frustration. Et on n'arrivera pas à vraiment ressaisir les foules, parce qu'on le voit bien là, le discours politique de la croissance verte et tout ça, on a envie d'y croire parce qu'on a la flemme, ça prend du temps de sortir de la matrice, mais une fois qu'on est en dehors de la matrice, alors là, il y a des gens qui attendent qu'une chose, c'est de se reconnecter, et ce pouvoir social, il met de l'exponentialité dans le changement, qui de toute manière, au niveau humain, n'est jamais linéaire. Et donc ça commence par moi, je l'assume comme l'étincelle d'un récit nouveau qui peut proposer d'autres destins communs. Je suis désolé, je pars un peu loin. Je le sais, Hmm. à deux doigts du discours à la Jean-Claude Van Damme, mais je pense que le pouvoir, il faut moi encore que je mature ma réponse, mais, mais la vraie plus-value qu'on a apportée, elle est là, dans l'idée de vraiment sortir de ce sillon dans lequel on est trop empêtré, et de se rendre compte qu'il y en a plein d'autres en fait, et que les nouveaux récits, on n'a qu'à les proposer. Oui, alors du coup, ma question, c'est ça. Ça peut être intéressant aussi à creuser ce sujet. Ça fait maintenant plusieurs années que tu euh, milites et que tu sensibilises les gens de ton entourage et les gens qui sont plus éloignés de ton cercle premier. Est-ce que toi, tu as des manières d'aborder ce sujet-là qui ne soient pas, qui ne fassent pas lever les boucliers en fait chez les personnes de son entourage? Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas plus facile de prêcher la bonne parole finalement quand on a publiquement dit, déclaré et qu'on en fait publiquement son travail, comme toi, d'avoir fait un livre, etc. Du coup, les gens reconnaissent en toi le fait qu'effectivement, tu sois un écologiste qui est convaincu de ça. Mais finalement, comme d'autres personnes qui n'auraient pas forcément un projet publiquement écologique, tu vois, est-ce que tu as des conseils sur comment on peut amener ça sans créer de la frustration, sans créer du conflit, sans avoir l'air moralisateur? Est-ce que toi, dans ton passif, dans ton vécu, est-ce que tu as des conseils à donner sur la Ouais, posture à avoir? absolument. En fait, je commence par la fin de ta question. J'aurais presque tendance à dire que le fait d'être publiquement affirmé par rapport à ça, ça peut presque être un peu un piège, ou en tout cas un élément qui viendrait inhiber euh, la, la prise de parole, ou le ou l'accomplissement des autres par rapport à ça, parce qu'ils pourraient peut-être se sentir jugés, et on peut vite tomber dans le réflexe de la compétition un peu à l'ancienne, en se disant bah oui, mais toi t'es tellement avancé que moi ça sert à rien que je te partage mes petites avancées, mes petits accomplissements, mes petites fiertés. Et Hmm, hmm. dans cette quête un peu d'être le meilleur, t'es parti trop loin, changeons de sujet. Alors qu'en fait, au contraire, l'idée aussi du ça commence par moi, et de se pencher sur ces sujets, c'est de se rendre compte que on n'est pas dans une compétition, on n'est pas là chacun avec son bocal en disant t'as vu, moi mon bocal il est moins rempli de déchets et je suis le meilleur. Ça ne marchera pas. Il y a tout un tas de choses qu'il faut aussi déconstruire dans notre relation aux autres, notre relation au pouvoir, à la compétition, et donc mettre en place beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de vérité construite et partagée. Et donc en l'occurrence, moi ma vraie épiphanie, ma vraie découverte, c'était d'arrêter d'essayer de changer les gens. Parce que quand j'ai essayé de changer les gens, bah, je partais du principe que je savais comment ils devaient changer, je savais vers quoi ils devaient aller, et qu'en fait, je les déresponsabilisais du choix à prendre, puisqu'ils devaient juste m'écouter et faire comme je leur disais.
Alors que le jour où je leur ai dit, ben, je sais que ces sujets vous intéressent et je vais vous tendre des perches, sans forcément d'ailleurs les labelliser comme étant écolo, mais au contraire en vous proposant de passer un super moment en nature, en vous proposant de découvrir une super exposition, en vous proposant d'aller dans un super restaurant, etc., etc. Donc passer par le bon, par le beau, par le drôle, par tout ce qui nous fait vivre en fait, tout ce qui nous rend vraiment heureux. Et ben alors là, les gens acceptaient vraiment beaucoup plus facilement de prendre ces perches, mais aussi d'en proposer à leur tour. Et donc on était non plus dans une compétition, mais dans un enrichissement mutuel. Ça m'a beaucoup aidé. La deuxième réponse que je peux te faire par rapport à ça, c'est quand il y a des antagonismes un peu forts, qu'on sent qu'il y a des oppositions et que on est un peu dans une situation, comment le dire, où où on n'arrive plus à bouger, dont on n'arrive plus à se défaire, alors peut-être que oser aussi se présenter comme quelqu'un qui doit apprendre sur un sujet peut aider. Un exemple tout bête, mais moi, mon frère, par exemple, lui, Christian, j'arrêtais pas de lui dire, bah, tu devrais au moins te mettre à Enercop, c'est quelque chose que tu connais, ça devrait être évident, qu'est-ce que t'attends, t'es qu'un gros nul. Et lui, il est très sensible à la question de l'alimentation. Il fait très attention à ce qu'il mange, notamment sur la variété de son assiette, sur le fait de pas trop saler et tout. Et il passait son temps à me dire, mais toi, de toute façon, t'as pas goûté ton plat que t'es déjà en train de saler, tu fais n'importe quoi pour ta santé et tout. Et à un moment, on s'est regardés tous les deux et on s'est dit, oh, ok, moi, je vais arrêter de saler mes plats, je t'écoute, j'ai envie d'apprendre. Et toi, tu vas passer chez Nercop. Ah ouais, moi aussi, j'ai envie d'apprendre et je vais faire attention à ce que tu me dis et me poser les questions de comment réduire ma facture d'électricité et adopter de bonnes pratiques. Et en fait, du coup, on a arrêté de se regarder en chien de faïence et on s'est auto-complété et ça a vachement aidé aussi. Euh, Est-ce que pour toi, on a vocation à tous. Alors, on a effectivement, on devrait tous essayer de l'incarner par l'exemple parce qu'on a tous vocation à être des militants et à essayer de porter la voix publiquement sur ce sujet-là. Ce que je veux dire, c'est que euh, est-ce que le faire à notre échelle individuelle et le faire bien à notre échelle individuelle euh, de manière radicale est suffisant ou pas? Parce que alors, ça répond peut-être à la question initiale de, en fait, finalement, ça commence par moi, c'était pas que le geste. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on a tous vocation à participer à des, tu vois, des mouvements de grande ampleur, en fait? Je pense que la grande ampleur, elle n'est pas forcément obligatoire. On doit tous se retrouver dans un espace, dans un élément qui nous conviendrait. Euh, Par contre, le fait de se limiter à l'action n'est plus suffisant. On aurait peut-être pu faire ça il y a 50 ans en arrière. À l'époque, on avait de la place, on avait des marges de manœuvre assez larges, assez ouvertes. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et donc, stratégiquement, on doit s'organiser pour faire en sorte que le point de bascule, il advienne le plus vite possible et qu'on monte enfin de plein pied dans le monde d'après. Et ça, malheureusement ou heureusement, moi, d'ailleurs, c'est plus heureusement pour moi, c'est aussi un, un avantage. Ça passe par le fait de raconter ces changements et c'est plein de personnes qui disent que c'est un combat des imaginaires et qu'il faut oser jouer sur ce soft power qui est en fait central. Hollywood, le- la, la manière à l'occidental de vivre en surconsommant, et là, Hollywood, et là, nous toutes et tous, en fait, qui devenons un peu des ambassadeurs de la surconsommation parce que les marques que nous portons, les photos que nous postons sur les réseaux sociaux, le téléphone que nous sortons de notre poche pour avoir cette conversation passionnante sur le trottoir et que tout le monde verra notre téléphone à la mode, contribue au fait de donner envie aux autres de jouer encore cette partie-là. Donc on n'a pas d'autre choix que de nous aussi stratégiquement s'inscrire sur ce terrain, de changer les standards et de montrer qu'il y a d'autres manières bien plus épanouissantes, bien plus cool de vivre et que cette fois celles-ci elles sont en accord avec le vivant. Mais par contre on n'est pas obligé toutes et tous de faire un documentaire, d'écrire un livre. On peut le faire à la machine à café, on peut le faire dans la voiture quand on fait du blablacar ou du covoiturage libre, encore mieux avec Mobicop, quand etc etc. Par contre, il faut oser se réapproprier ce pouvoir de conteur, de conteuse, et il y a plein de manières de le faire, et ça peut même être dans une fresque qu'on dessinera en ville, dans un poème qu'on va inventer avec son enfant qui racontera en classe. Je dis n'importe quoi, mais bon, il y a besoin de reprendre un peu ce pouvoir des imaginaires qui en fait fait la particularité de l'humain face aux autres espèces, cette capacité d'affabulateur. Et donc on n'est pas obligé d'avoir toutes et tous un porte-voix.
On n'est pas obligé toutes et tous de faire de la désobéissance civile. Et on a chacun notre place par rapport à ça. Mais par contre, l'action, elle doit être accompagnée de la parole. Maintenant, c'est stratégique, quoi. C'est vital, en fait, je pense. Quand on parle d'imaginaire collectif, on parle des idéaux créés en société. Le rêve d'être riche, d'avoir une belle voiture, de vivre sur une île paradisiaque. Ce sont des imaginaires que l'on se crée. À quel point mon poste des vacances passées à Ibiza ou dans la Creuse ou dans une ferme va impacter mon entourage. Peut-être que les imaginaires collectifs ont maintenant besoin d'être nourris par des récits individuels. Chacun de nous, en changeant de vie, en la racontant à nos proches, plante des graines. Parce qu'on est lié par le cœur, ce qu'on raconte est capital dans le fait de transformer ce qui semble être cool, désirable. J'ai envie de croire qu'on n'a pas vocation à tous changer le monde, mais à changer notre monde. C'est peut-être comme ça aussi, dans une posture avec plus d'humilité, de justesse, qu'on revient à vraiment épouser un impact dit local. Comment tu arrives à trouver ton juste milieu là-dedans? Tu sais, entre le fait d'agir dans son échelle locale et de toucher ses proches, et en même temps d'essayer de ne pas non plus se greenwashiser Ouais, soi-même en se satisfaisant d'une petite action, mais en cherchant quand même à raconter. tu vois, à parler de ses actions sans pour autant essayer de changer le monde. Comment tu arrives à Ouais, trouver c'est ton une juste super milieu, question toi? que tu me poses, Patrick. Je crois que moi, j'ai toujours eu un grand besoin de me sentir légitime pour aborder les questions. Et donc, j'ai besoin d'expérimenter, en fait. Je crois que mon ratio, il est quand même de trois quarts d'expérimentation et un quart de, de, de- de prise de parole, de manière de raconter. Et même, tu vois, ces 2 dernières années, j'ai beaucoup pris moins, enfin, j'ai pris moins de plaisir à raconter. Et on m'a beaucoup, enfin, on a continué à me solliciter avec les réseaux sociaux pour faire des vidéos, pour des choses comme ça. Et j'avoue que j'étais très content de tendre la perche à d'autres personnes qui le faisaient de manière différente, originale, avec une autre énergie qui était bienvenue. Là, j'aime bien enfin, me rapprocher du podcast, me rapprocher du livre, parce que je trouve que c'est des véhicules qui sont vraiment, vraiment, vraiment puissants pour faire advenir la transformation chez l'autre, parce que contrairement à une vidéo, contrairement à un film, contrairement à un documentaire, contrairement même à une conférence, où je trouve qu'on reste quand même bien, bien, bien assis dans notre rôle de spectateur, le podcast et le livre, ils font travailler énormément l'imaginaire. C'est des coquilles vides qu'on vient remplir avec nos sensations, avec nos expériences, avec notre imagination qui projette des images. Et donc, pour moi, c'est le juste milieu, tu vois, parce que ça permet Hmm. à la fois de savoir qu'il y a de la pertinence à ouvrir ses imaginaires, à proposer ses récits, mais qu'en même temps, il y a suffisamment de place pour que l'autre puisse y vivre une vraie expérience transformatrice. Et donc, pour moi, c'est, ça va bien au-delà de ce greenwashing, mais qui me fait peur et dans lequel je sais que parfois je suis tombé parce que je ressentais un petit malaise au moment de le faire et je me suis dit, bon, allez, on passera à autre chose, c'est pas grave. Mais, mais parfois j'ai fait des raccourcis, parfois j'ai manqué de légitimité et le fait que je l'ai ressenti à l'intérieur et que ça m'ait titillé, c'est aussi un bon signe que j'ai dû plus écouter au moment où j'ai eu plus le temps de m'écouter parce que ben, c'est toujours un peu pareil sur ces sujets quand tu commences à prendre la parole, à avoir de la visibilité et qu'il y a un engouement qui se crée, ben, on a envie de te donner plus de parole, plus de visibilité et du coup bah, au début tu sais pas trop comment dire non, tu as envie d'accepter tout parce que tu as l'impression que ça va vite disparaître et donc bah, tu te retrouves à être un peu dans le piège de la piège de la précipitation et donc à faire des raccourcis. J'étais heureux parce qu'avec les vidéos qu'on a fait sur Brut, il y avait une équipe de journalistes, on fact-checkait, on essayait vraiment d'éditorialiser nos vidéos, les prises de parole. Mais, euh, mais ouais, c'est tellement de travail, c'est des sujets tellement complexes que je suis sûr que dans plein d'articles qu'il y avait sur Ça commence par moi, dans la première version, parce que depuis j'ai essayé aussi de les reprendre largement, je les ai tous relus, retravaillés, j'ai pris beaucoup d'avis qui m'avaient aussi signalé certains raccourcis que je faisais. Mais c'est clair que il a fallu continuer à être en alerte, à avoir son esprit critique toujours ouais, en alerte justement pour essayer ouais, de proposer la parole la plus raisonnée, la plus raisonnable possible. C'est un vrai travail Hmm. à part entière. C'est une mission de tous les instants. C'est très très compliqué, t'as raison.
D'autant que tu sais, tu as ce paradoxe, je termine juste avec ça, tu as ce paradoxe où au Hmm. début, quand tu commences à rentrer sur un sujet, tu as l'impression de tout savoir. Et là, on le vit encore avec la pandémie, où il y a plein de personnes qui prennent la parole en ayant des positions très très affirmées, alors que en fait, ça fait 2 heures qu'ils lisent des articles et qu'ils voient des vidéos passer. Et puis après, bah, plus tu creuses et moins tu sais, et plus tu te dis, mais en fait, j'ai rien compris. Et puis arrive un moment où quand même tu retrouves un peu de stabilité et tu oses à nouveau prendre la parole. Je crois que ça y est, j'ai enfin réussi à dépasser un peu cette nouvelle partie-là et à me sentir plus légitime et à savoir quelles sont mes zones d'ombre et là où je dois encore travailler. Hmm. Je te pose une dernière question avant les deux dernières traditionnelles questions du podcast, mais la dernière question qui est, on va dire, originale. Euh, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a comme espace où sont nourris les imaginaires qui sont encore à prendre, à occuper En fait, quels espaces on peut encore occuper aujourd'hui dans le camp écologique pour rendre ces imaginaires-là plus désirables, plus cool, en fait. Tu vois, quel médium exactement? Tout, Euh, tout, il y a tout à prendre. Il y a tout, tout à prendre. Alors, tu vois, là, avec 2030 Glorious, j'essaie à chaque fois de demander à l'invité de venir avec un livre, un extrait, un passage de hmm, livre dans lequel il trouve une vibration, voilà, à hauteur des 2030 Glorious. C'est un exercice un peu difficile parce que souvent, je vois les invités qui se tirent un peu les cheveux et qui passent du temps devant leur bibliothèque, qui mettent quelques jours à me répondre. Mais par exemple, dans celui des films et des séries, c'est une catastrophe. Il y a très, 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 très peu de contenu vidéo qui propose justement des utopies, des uchronies, et c'est vraiment quelque chose de difficile. Et, euh, et dans les médias en général, c'est une catastrophe aussi. Donc on a vraiment de la place à prendre. Après, je suis un tout petit peu moins expert dans les questions euh, de peinture, de théâtre, où là, du coup, je sais pas ce qu'il y a à faire. Et donc, je peux pas te répondre dans la grande largeur. Je sais que les musiques, on a été un peu plus au début dans l'alerte et puis dans la proposition de nouvelles perspectives, mais de toute façon, la quantité d'art qui est produite est telle, la quantité de médias qui est produite est telle que, en fait, abonder dans cette surproduction, c'est à peine faire du surplace. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail. Moi, mon rêve d'ailleurs, eh ben, et merci. je te réponds putain, à chaque fois en deux temps, Hmm. je m'excuse. Mon rêve là, c'est d'ouvrir dans les librairies, les médiathèques, les bibliothèques, une section Utopitech et d'avoir vraiment de Hmm. manière dédiée un petit, puis qui j'espère ira grandissant, petite section, une petite étagère où il y aurait des romans, des essais, des BD, des DVD, où on pourrait se nourrir de tous ces imaginaires, de tous ces possibles. Hmm. Bah, tiens, je rebondis sur ça du coup. Est-ce que toi, tu as une œuvre d'art, un livre, une peinture, quelque chose qui t'aurait touché dernièrement, qui peut avoir ou ne pas avoir avec le sujet, mais quelque chose qui t'aurait touché? Ouais, ben tu vois, le dernier truc dans lequel je me suis tout à fait retrouvé, c'est Ecotopia d'Ernst Kallenbach, qui est Hmm. un vieux, vieux roman en fait, hein, mais qui existe depuis super longtemps Hmm. et que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. Et moi en ce moment, c'est dans la BD aussi que je voyage beaucoup un peu dans ces possibles. La Mécanique céleste d'Erwan que j'ai lu il y a pas longtemps, j'ai trouvé vachement bien fait et ça me plaît. Et puis aussi, il y a des lieux dans lesquels je me sens tout de suite vachement bien et où je me dis, tiens, si le monde de demain il ressemblait à ça, ça m'irait tout à fait. Et en tout cas, c'est la projection que je m'en fais. Et tu vois, typiquement, c'est la cité fertile, c'est Darwin, c'est la recyclerie, c'est ces lieux où tu as de la récup, c'est un peu fouillis, il y a beaucoup de street art. Et c'est à la fois urbain et hyper renaturé. Ça me plaît bien ces endroits. Hmm. Je termine par une dernière question. Le podcast s'appelle Déprise, qui signifie déconstruction, ou en tout cas, je l'ai interprété comme une déconstruction. Est-ce que toi, tu as une déprise en 2021 qui t'a marqué, qui était vraiment fondamentale pour toi? Ouais, la relation au travail. Hmm. 2021, ça a été un endroit où j'ai enfin pu mettre en pratique ce que je souhaitais depuis longtemps, que j'avais commencé à préparer en étant aussi complètement avec une relation au travail vraiment, vraiment débridée, débridée. Bah, déjà dans mes expériences aux Philippines, en Colombie, où c'était littéralement l'intégralité de ma vie qui tournait autour de ça. Mais ensuite, derrière, sur mon expérience au retour en France, où je comptais pas mes soirées, je comptais pas mes week-ends, je savais que j'avais ce vent dans le dos d'une certaine manière qui me poussait vers ça, et donc j'avais envie de me faire plaisir au maximum. Mais là, ben voilà, avec
l'envie de plus de temps pour ma famille, de plus de temps pour moi, de plus de temps pour les choses futiles aussi que j'avais complètement mis de côté, le sport, la BD, la musique, des choses comme ça. Et ben, du coup, il a fallu faire de la place et accepter que le travail n'était plus mon seul marqueur de reconnaissance sociale, d'appartenance au monde extérieur. Et je suis passé au 4/5e et même si de temps en temps j'ai des petits relents d'acceptation de toutes les opportunités qu'on me propose et des perches qu'on me tend et que je remplis trop vite mon agenda, j'arrive à me tenir dans mes 4/5e, j'arrive à arrêter de travailler à 17h15 et ouais, c'était ma grande déconstruction de 2021, c'est clair. Eh ben merci Julien Avec plaisir, pour merci cette à toi interview. Patrick. À très vite. C'est la fin de cet épisode avec Julien. Un épisode qui m'a fait réfléchir sur la puissance des imaginaires, de ce que l'on peut faire chacun à notre échelle. Et au quotidien, dans l'image, dans ce qu'on produit, dans ce qu'on poste. Peut-être que notre pouvoir de raconter peut influencer notre entourage et de revenir du coup dans une échelle plus locale d'impact. Comme toujours, je vais déclamer un poème qui s'appelle Rien que pour le geste, qui est un écho encore une fois à cet épisode et aussi à la notion de geste, ce que ça induit et de comment on vit différemment chacun de notre côté. La notion de geste, la symbolique qu'il y a derrière. Bonne écoute. À ces êtres pour qui tout débute et émerge par un petit geste, et aux autres restant de glace, ne le demandons plus, leur manquant tout le reste. À ceux galvanisés par la force des gestes symboliques, et aux autres, engourdis par cette gestuelle aux effets de style d'abord public. À ceux qui brûlent de colère que tout mot, tout geste, soit raison à ce que chacun manifeste, et aux autres qui se méfient d'un regard qui se dit averti, des moindres faits et gestes. À ceux pour qui les paroles suffisent d'un geste à redonner corps à la confiance disparue, et aux autres pour qui le geste théâtral ne contente alors déjà plus. À ceux qui face aux tempêtes à venir, soufflent d'un geste calme la tempérance à ceux qui protestent, et aux autres qui hurlent face aux vents alarmés, habités de leurs grands gestes. À ceux qui croient aux gestes fermes de ceux qui sécurisent, et aux autres convaincus que le noble geste est de nature insoumise. À ceux qui enterrent d'un geste naturel tout soubresaut d'irréalisme, et aux autres qui s'enracinent d'un même geste dans leur terreau d'idéalisme. À ceux qui d'un geste familier demandent de lâcher du lest, et aux autres protestant du geste, acculés par la perspective funeste qu'ils contestent. À ceux pour qui le geste ne peut être désintéressé de la pragmatique réalité, et aux autres persuadés de leur geste avant tout fait par humanité. À ceux qui au final croient qu'il suffit d'un seul commencement, et à ceux qui ne peuvent plus se contenter de petits pas impuissants. Je nous dis que tout vivant est fait de grandeur, qu'il est temps d'envoyer valser nos préjugés, de taire nos querelles balancées de rancœur, d'avoir l'audace et le courage d'agir ensemble dans toutes nos éparses nuances, de la petite touche de différence à la grande embrassade des communes mouvances, afin que toutes nos convictions s'accordent, pour une fois au singulier, pour la beauté du geste.